Alors, maintenant, j'espère qu'on est bien installé, on est suffisamment prêt. On va aller parce que c'est de ça qu'il s'agit. Allez, ici, où est ça? On va commencer. On va écouter maintenant. Vous êtes nombreux à l'avoir suivi hier sur la télévision du Burkina. Le ministre de la Sécurité révèle l'existence d'un vaste réseau de déstabilisation contre le Burkina Faso. Pire encore, les chefs d'orchestre sont des Burkinabés qui jadis ont occupé des postes de haute responsabilité au plan national. Une partie. Vous avez écouté. Ce sont des Burkinabés. Ces Burkinabés-là sont logés où? Ces Burkinabés sont logés en Côte d'Ivoire. Ces Burkinabés sont nourris et entretenus avec l'argent du contribuable ivoirien. Quand Ouattara arme des terroristes pour attaquer le Mali, le Burkina, le Niger, est-ce que Ouattara se soucie que dans ces pays-là se trouvent des ressortissants ivoiriens qui peuvent être des cibles par rapport à ces terroristes qu'il arme contre ces pays-là? Alors, je vais vous laisser écouter. J'ai deux éléments. D'abord, le ministre va parler, et puis ensuite, il y a une petite observation qui a été faite par la RTB. Après, nous allons parler. Parce que pour nous, c'est inacceptable que Ouattara continue de tirer sur les ficelles dans l'objectif de déstabiliser ces pays-là. Quelle raison? On va écouter. Bonsoir à nouveau, Madame, Monsieur. Vous l'avez constaté, nous avons des soucis techniques ce soir. Toutes nos excuses. Je vous le disais, cette édition spéciale est consacrée à une déclaration importante du ministre de la Sécurité. Nous vous proposons donc d'écouter le ministre Mamadou Sana. On va écouter. Depuis plusieurs mois, nos services de renseignement en collaboration avec ceux de l'Alliance des États du Sahel suivent de... Bon, alors, ouais, c'est pourquoi moi j'aime bien, quand vous parlez et puis vous dites c'est Dieu qui est à l'origine de tout, vous n'avez pas d'hibou, vous n'avez pas d'abeille, vous n'avez pas de souris, vous n'avez pas de quoi que ce soit. Depuis plusieurs mois, nos services de sécurité, nos services de renseignement, nos services secrets travaillaient avec leurs homologues de l'AES. Est-ce que Christian Puy a les oreilles pour entendre ça? C'est pourquoi je lui ai dit hier, j'ai dit, petit, il faut te calmer. Tu n'es pas Dieu. Tu fais un travail qu'on apprécie, mais ne crois pas que nous sommes des novices, des ignares, on ne comprend rien. Ténébrement, s'il le veut, il peut immoler tous les albinos de Côte d'Ivoire. Si Ténébrement veut. Je répète, si Ténébrement veut qu'il tue tous les albinos de Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens acceptent que leurs enfants soient sacrifiés, c'est leur problème. Personne n'ira faire leur part à leur place. Mais ces sacrifices-là sont vains, parce que ces sacrifices-là ne sont pas au-dessus de Dieu Christian. Quand Dieu détermine, quand Dieu établit, peu importe ce que vous allez faire, peu importe qui vous allez appeler, peu importe les sacrifices multiples que vous allez faire. Est-ce que tu pouvais jurer, Christian, que la vie de Laurent Gbagbo en 2011 serait épargnée? Moi, je me rappelle, j'avais des discussions souvent houleuses avec des amis de la Côte d'Ivoire. Eux étaient à New York, moi j'étais en Californie. Je leur disais que Laurent Gbagbo ne mourra pas. On va l'arrêter. Dieu m'a déjà révélé ça qui ne sera pas tué. Il y a des gens qui ne m'ont pas cru, on m'a même insulté. J'ai dit, on va l'arrêter, il va aller à la haie, et puis il va revenir en Côte d'Ivoire. On dit, mais toi, tu es qui? J'ai dit, bon, moi j'ai dit pour moi. Gbagbo a été arrêté, comme je l'avais dit, il n'a pas été tué. Il allait à la haie, il est revenu. C'est ce que j'ai dit. Christian, est-ce que ce jour-là, on te connaissait? On ne te connaissait pas? Hein? On te connaissait pas. Moi, personnellement, je ne te connaissais pas. Donc, souvent, quand tu parles, mon petit, je te demande pardon. Il faut parler avec mesure. Ne crois pas que nous sommes des idiots, des novices, on ne connaît rien. On apprécie le travail extraordinaire que tu fais.
Tu as écouté tout à l'heure. Depuis des mois, les trois services de renseignement travaillaient en coordination. Parce qu'on sait qu'Alassane Ouattara était criminel. Alassane Ouattara était malade mental. Alassane Ouattara était dévergondé. Alassane Ouattara est tout simplement un rejeton de la pire espèce. Une médiocrité. Une erreur de la nature. Je répète, une médiocrité morale et une erreur de la nature. Je répète une troisième fois. Alassane Ouattara est une médiocrité morale et une erreur de la nature. Vous allez voir, écoutons. Après un vaste réseau de déstabilisation orchestré depuis l'extérieur et dont les ramifications internes menacent notre souveraineté nationale. On va écouter, hein. Nous souhaitons vous exposer les faits qui illustrent l'ampleur de ces manœuvres ainsi que les actions résolues prises pour y faire face. Il est porté à la connaissance du public burkinabé et de la communauté internationale. Acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils, de divers profils que des militaires et anciens militaires, ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. Grâce au suivi permanent de leurs activités, nous avons pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation, aussi pernicieuses qu'incessantes. Face à ces échecs répétés, ces individus sans foi ni loi ont opté pour un énième plan. Ce énième plan consistait d'une part à signer un contrat avec des groupes terroristes baptisés les centraux et d'autre part à leur donner des formations spécifiques dans la zone du centre-est pour la prise d'objectifs qui ont été consignés dans leur contrat. Ils devraient en premier... Vous avez bien entendu, ça fait honte. On va l'écouter encore. On va l'écouter. Bonsoir à nouveau, madame, monsieur. Vous l'avez constaté, nous avons des soucis techniques ce soir. Toutes nos excuses. Je vous le disais, cette édition spéciale est consacrée à une déclaration importante du ministre de la Sécurité. Nous vous proposons donc d'écouter le ministre Mamadou Sana. Depuis plusieurs mois, nos services de renseignement en collaboration avec ceux de l'Alliance des États du Sahel suivent de près un vaste réseau de déstabilisation orchestré depuis l'extérieur et dont les ramifications internes menacent notre souveraineté nationale. Nous souhaitons vous exposer les faits qui illustrent l'ampleur de ces manœuvres ainsi que les actions résolues prises pour y faire face. Il est porté à la connaissance du public burkinabé et de la communauté internationale que des individus résidant en République de la Côte d'Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion. On n'a pas dit des individus résidant en France. On n'a pas dit des individus résidant même, pardon, on va citer le Ghana, le Nigeria un peu plus loin. Mais ils ne sont pas en France, même si la France est impliquée. On a bien spécifié où sont localisés ceux qui veulent déstabiliser le Burkina. Continuons d'écouter. Contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont... Hier, vous vous rappelez, je vous avais dit que l'attaque du camp de la gendarmerie et de l'aéroport international Bamako-Sénou, d'ailleurs, je remercie le président Assimi Goïta, qui a eu une rencontre avec l'ensemble de la hiérarchie militaire, le ministère de la Défense, l'état-major des forces armées terre, air, mer, et il y a des nouvelles dispositions sécuritaires qui ont été prises. Donc le Mali a tiré toutes les leçons, le Niger a tiré toutes les leçons et le Burkina.
Voilà le Mali et le Burkina qui se trouvent projetés sous les projecteurs. Là, regardez bien ce qui se passe. Quand je dis souvent que je suis très énervé, aujourd'hui ce n'est pas le moment encore pour moi de m'emporter contre nos médias d'État. Parce que quand vous écoutez ça, et puis dans nos pays, dans nos capitales, dans l'AES, on n'anime pas de débat là-dessus pour édifier le peuple, pour exposer ces velléités de déstabilisation. Moi, Cheikh Oumar Keïta, analyste et géopoliticien que je suis malade, déçu et incompris. Ça, c'est une opportunité pour nous, pour parler, pour exposer. La seule chose que je reproche aujourd'hui à nos médias nationaux, médias d'État, c'est de ne pas avoir cette intelligence, ce courage, cette détermination, cette force de caractère, de prendre le devant des choses et organiser des débats dignes de ce nom, informer le peuple. Constitué aussi bien de civils, de divers profils que des militaires et anciens militaires, ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. Grâce au suivi permanent de leurs activités, nous avons pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation, aussi pernicieuses qu'incessantes. Face à ces échecs répétés, ces individus sans foi ni loi ont opté pour un énième plan. Ce énième plan consistait d'une part à signer un contrat avec des groupes terroristes baptisés les centraux et d'autre part à leur donner des formations spécifiques dans la zone du centre-est pour la prise d'objectifs qui ont été consignés dans leur contrat. Ils devraient en premier lieu mener des actions violentes contre des civils innocents, puis en second lieu s'attaquer non seulement à des institutions de la République, mais aussi à plusieurs autres points sensibles. La première attaque précurseur de cette opération était celle de Bassalgo le samedi 24 août 2024. Je m'arrête là. Comment, au nom du pouvoir, servir un maître, faire plaisir à une organisation? On peut sacrifier, on peut tuer des Africains, tout simplement, parce que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de nos États décident de donner la priorité au peuple du Sahel. Le fait d'avoir choisi d'accorder cette priorité au peuple du Sahel, ces présidents-là deviennent des cibles légitimes pour ceux qui s'appellent opposants. Si vous voulez le pouvoir, c'est ce que j'ai toujours dit, même aux politiciens maliens, laissez le temps de la transition s'accomplir, peu importe la durée. Si vous êtes réellement quelqu'un qui veut construire son pays, prenez patience et puis attendez. Si la transition prend 10 ans, ça prend 5 ans, ça prend 20 ans, ça va finir un jour. Donc quand ça va finir là, si vous êtes prêt, vous vous présentez, vous allez compétir. Alors, c'est parce qu'ils sont arrivés à cette conclusion qu'il n'y a rien à faire, ils ne pourront jamais compétir et en même temps espérer gagner. Donc, on devient tout de suite des opposants. Être opposant pour moi n'est pas un problème. Mais vous êtes quel genre d'opposant? La plupart de tous ceux ici, aussi bien au Burkina, au Mali, au Niger, qui sont logés, nourris et blanchis en Côte d'Ivoire,
C'est des gens qui ont déjà gouverné. C'est des gens qui ont déjà fait ils ont fait leur preuve. On a vu leurs traces. On a vu leurs traces. Je comprends pas. Quand on marche, on laisse des traces. Quand on parle, on laisse des traces. Quand on vit, on laisse des traces. Quand on travaille, on laisse des traces. Si vous aviez fait ce que vous auriez dû faire, moi je ne crois pas un seul instant que l'un de ces présidents-là allait accéder au pouvoir. C'est parce que vous avez échoué. Et c'est le peuple légitime qui a manifesté sa légitimité souveraine. C'est en vertu de cette souveraineté légitime du peuple souverain que ces présidents souverains, légitimement adoubés par le peuple souverain, qu'ils ont la légitimité souveraine d'exercer souverainement le pouvoir légitime, régalien et souverain. Où est le problème ici? Maintenant, ce qui est intéressant, là où chacun doit comprendre, quand je disais à l'époque, je ne savais pas encore qu'il y aurait un État ou une confédération appelée AES. Je ne savais pas encore si on allait pouvoir, mais à l'époque, je parlais uniquement du Mali parce que c'est le Mali seul qui était engagé. Le Burkina, avec Paul, on a cru que ça allait marcher, il a trahi. Donc on ne comptait plus sur le Burkina. Le Niger, Bazoum était là. Alors qu'est-ce que j'ai toujours dit à cette époque? J'invite chacun de vous à aller écouter ce que j'avais dit. Qu'est-ce que j'avais dit? J'ai toujours dit qu'il sera humainement impossible, voire extrêmement difficile, pour qu'on puisse faire quoi que ce soit contre Assimi Goïta. Vous savez pourquoi? Parce que le renseignement malien n'est plus sous-traité. C'est l'expression que j'ai utilisée. Je dis, Ouattara, Macky Sall, à tout moment peuvent sauter. Pour la simple et bonne raison que le renseignement de ces pays-là est sous-traité avec la DGSE, le renseignement français. Et rappelez-vous de ce que j'ai dit hier. Le Sénat français a convoqué ce que il estime convoquer. Le Congrès américain a convoqué. Dans certains pays occidentaux, c'était la même chose. Parce qu'ils n'ont pas compris que désormais, ils ne contrôlent plus. C'est ça que vous devez comprendre. Désormais. Ceci est la manifestation évidente, irréfutable, indéniable, véridique que nos États ont la souveraineté de nos États. C'est pas de la tautologie. Nos États ont la souveraineté de nos États. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos dirigeants à la tête de nos États, les institutions qu'ils ont mises en place ont la souveraineté, particulièrement deux qui m'intéressent ce soir, le renseignement à l'intérieur de nos États et nos forces armées de défense et de sécurité. Pourquoi ils ont fait appel à l'Ukraine? Il y a la réponse ici, hein, il a dit. Avec la complicité de services de renseignement extérieurs, étrangers, la DGSE, les États-Unis, et puis l'Ukraine. Puisque l'Ukraine a été tellement stupide et idiote, l'Ukraine a montré à la face du monde qu'elle avait sa main dedans. Je crois qu'après elle s'est ressaisie, mais cela ne change pas les choses. Nous savons déjà que l'Ukraine est impliquée jusqu'au bout. L'Ukraine est impliquée jusqu'au bout. Donc, il est en train de retracer ici ce que Alassane Ouattara
D'ailleurs, je vais marquer une petite pause. Ce qui s'est passé à Tizawanten, à Faladien et à Bamako-Selou. Faladien, l'école de la gendarmerie, Bamako-Selou, l'aéroport, le Burkina, le Niger. Les renseignements ivoiriens travaillent aujourd'hui de concert avec le renseignement ukrainien. Je répète, le renseignement ivoirien travaille aujourd'hui avec le renseignement ukrainien. Et ce qui se passe, le renseignement ukrainien est beaucoup plus avancé que le renseignement ivoirien. En termes d'équipement, en termes de renseignement, en termes de logiciels, en termes de formation, en termes de maîtrise et tout ça autres, là, ils dépassent les Ivoiriens, ça, n'en doutez pas. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de reconnaître l'efficacité, le professionnalisme, surtout cette synergie qui est une première en Afrique. Voilà pourquoi vous allez comprendre, à la suite des propos du ministre burkinabé, quand j'ai vu le chef d'état-major des forces armées du Nigeria au Niger, j'ai dit, je ne suis pas content. J'ai dit, ne partageons jamais. Quand j'ai vu la CEDEAO, qui a dit qu'elle aimerait intégrer la force que l'AES est en train de mettre en place, j'ai dit à nos présidents, à Canasonnet, si vous acceptez, on est mort. Alors, comprenez ceci. Pourquoi le Nigeria a envoyé son chef d'état-major au Niger? Pourquoi la CEDEAO veut intégrer le mécanisme de défense de l'AES? Pourquoi les Américains ont du mal à quitter le Sahel? Ces multiples tentatives de déstabilisation, vous allez comprendre tout de suite, parce que je vais tout diaiser, comme on dit en français ivoirien, je vais tout étaler, tout déballer pour que vous compreniez bien, pour que vous compreniez bien autant pour moi. Vous devez comprendre ce qui est en jeu. Le président Assimi Goïta a dit quelque chose hier, quand il a reçu les émissaires du Burkina, enfin les émissaires de l'AES, avec le responsable de la Russie. Il dit aller vite et très vite pour que le satellite, sinon les satellites de l'AES rapidement soient mis en orbite. Et ce que je souhaite, c'est ce que le président Goïta a dit. Il dit ce que je veux, que tout de suite, les ingénieurs maliens, burkinabés, nigériens, tout de suite qu'ils partent en Russie et commencent la formation. Le temps qu'on mette les satellites en orbite, il faut que eux tout de suite commencent leur formation. Pour que le transfert des technologies soit fait, pour que l'AES soit véritablement indépendant. Même nos satellites, on veut, même si c'est la Russie qui va nous aider au début, mais à la fin, on veut avoir la maîtrise totale, nous-mêmes, sur nos satellites. C'est ce que le président Goïta a dit hier. Et les Américains ne veulent pas ça. Parce que les Américains se souviennent de deux pays. L'Iran, qui maîtrise aujourd'hui son espace, grâce à la complicité et avec l'aide de la Russie, l'Iran a pu lancer ses propres satellites en orbite. La Corée du Nord a pu lancer ses propres. Donc, ils ont peur que l'Afrique leur échappe. Et le seul moyen de contrôler l'avenir demain, c'est de contrôler le ciel. Vous contrôlez le ciel, vous contrôlez le monde. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Vladimir Poutine qui l'a dit. Si vous maîtrisez le ciel, alors le monde est à vos pieds. Et Assimi Goïta et ses deux compères présidents, ses deux frères présidents, ils ont compris. Il faut dominer l'espace. Pourquoi l'Afrique est appauvrie? Pourquoi l'Afrique est vandalisée, banalisée, ridiculisée? Parce que nous ne contrôlons rien. Nous n'avons aucun contrôle sur quoi que ce soit. Tout ce que vous entendez parler, Wuyo Waya,
politiciens, présidents, blablabla, bla, bla, bla. La maîtrise que nous avons aujourd'hui, si Thomas Sankara avait cette maîtrise-là, il ne serait pas mort. La maîtrise que l'AES a aujourd'hui, si Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré, s'ils avaient cette maîtrise-là aujourd'hui, ils ne seraient pas devenus des cibles faciles pour l'Occident. Nos présidents ont compris. Assimi avec son âge, sa jeunesse, le capitaine avec sa jeunesse, le général avec sa sagesse. Ces trois présidents, c'est une complémentarité que Dieu même a donnée au monde, particulièrement à l'Afrique et à l'AES. Pour gagner le combat de demain, il faut maîtriser l'espace. Tu ne contrôles pas l'espace, tu n'es rien. Et l'AES l'a compris. C'est ce résultat-là qui est là. Pendant des mois, on surveillait les activités. On interceptait les communications. On est arrivé à déjouer un grand nombre de projets de déstabilisation. Ce vaste réseau, c'est pas seulement le Burkina qui était visé. La cible était le Burkina. L'objectif était l'AES. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire maintenant? Je répète. La cible de ce vaste projet de déstabilisation. Je suis ravi que les renseignements français soient là. Vous êtes les bienvenus. Messieurs du renseignement français, du renseignement américain, vous qui venez m'écouter, prenez plaisir à écouter. Mais soyez certains qu'État ne donnera pas une information que vous allez exploiter contre nos États. Parce que je sais ce que c'est que la communication et je connais mes limites. Je ne vais jamais traverser la ligne rouge pour vous donner des informations que vous allez utiliser contre nous. Ça n'arrivera pas. Donc, asseyez-vous, écoutez Keïta. Tous les services de renseignement qui sont connectés en ce moment-là, il n'y a aucun problème. On est tous, vous avez créé des faux comptes. Je ne suis pas né de la dernière pluie, je sais de quoi il s'agit. Je suis le seul qui attire autant de services de renseignement pendant mes interventions. Je le sais et vous le savez. Donc, asseyez-vous et puis écoutez-moi. Et vous savez très bien pourquoi vous venez m'écouter. Non, ne dites pas comment il a su. Je vous ai trop petit pour comprendre ça. Je vous ai dit, moi là, c'est Dieu donné. C'est le bonbon de Dieu. C'est pas des paroles dans l'air. Ça a été vérifié, c'est établi jusqu'à aujourd'hui. Alors, je reviens. Pendant des mois, on les suivait. C'est vrai, ça n'a pas empêché l'attaque de Tizawaten. Et nous avons assumé notre part de responsabilité. Parce qu'on avait sous-estimé un peu l'ennemi. Ce qui s'est passé le 17, n'importe quel pays pourrait être victime de cela. Parce qu'on a une tradition, on a une culture chez nous, en Afrique. Mais je crois qu'avec les événements qui se sont produits, désormais, tous les sites sensibles dans nos États, les 3 États, on connaîtra une réévaluation du dispositif sécuritaire. Ce n'est pas à moi encore de venir dire ce qui va être fait. Même si j'ai une idée, je ne le dirai pas. Donc, les gens du renseignement, vous qui êtes là, vous êtes venus, soyez parmi nous, mais vous n'allez rien recevoir. Alors on continue. Qui consistait à massacrer le maximum de populations civiles pour créer le désarroi et le chaos au sein de ces populations et ébranler de ce fait la nation entière, facilitant ainsi l'exécution de l'action principale. Vous savez, ils ont dit, les services de renseignement sont très énervés contre moi en ce moment-là. Je vais vous dire pourquoi. Oui, ils sont là. Hein. Ne crois pas qu'ils sont là. Les services de renseignement sont là. Non, l'AES même est là. Ne vous en faites même pas. L'AES est là. Parce que l'AES ici veille sur le contenu du langage. Ce qu'on va donner.
mais plus. Hein? Les services de renseignement de l'impérialisme, ils sont là. Donc ne vous en faites pas. Alors, les services de renseignement très remontés en ce moment contre Keïta disent quoi? Ils disent, nous allons utiliser la même stratégie qu'ils ont utilisée pour accéder au pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à leur niveau, ils n'ont pas été en mesure d'éradiquer le terrorisme. Et les réseaux sociaux ont amplifié l'état d'insécurité dans nos États. Ce qui a amené la population à se révolter et occasionner l'accession au pouvoir de nos 3 présidents. Donc ils se disent, créons le maximum de dommages, commettons le maximum de crimes à des actes terroristes. De sorte que la même population qui les a applaudis, cette même population puisse les vomir. Donc, monsieur du renseignement extérieur de l'impérialisme, vous voyez, on est assez intelligent pour comprendre votre logique. Alors, qu'est-ce que vous allez développer encore que nous ne serons pas en mesure de comprendre? Donc, ça a échoué. Parce que ce qui s'est passé dans cette localité-là, dans ce village, tout à l'heure, je vais vous montrer les images du village, ça a dépassé l'entendement. Des paisibles citoyens, assis chez eux, ont vécu l'enfer sur terre, orchestré par des Burkinabés, en accord avec le président le plus médiocre, la médiocrité morale et l'erreur de la nature, la stupidité politique Alassane Ouattara. Je ne sais pas comment il va mourir, mais j'ai à peu près une idée. Parce que j'ai été le seul à l'époque, en 2020 je crois, en 2020, avant 2020, c'était en 2000, il a fait 2010, 2015, 2015, 2020. Mais avant 2020, j'ai dit, pardon, juste après, j'ai dit, le Léviathan, le gros serpent de la mer. J'ai dit, Alassane Ouattara va détruire non seulement les fondements de la démocratie en Côte d'Ivoire, pire, il va s'attaquer à la sous-région. Il va détruire l'Afrique de l'Ouest. Allez-y, nous sommes en 2000 combien là même? En 24, non? J'avais dit ça dans cette histoire, quand il faisait son 2e mandat ou à la veille de son 3e mandat, cette bêtise-là. Je crois déjà, j'avais commencé à dénoncer. J'ai dit, c'est le plus grand criminel de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Non seulement il va tuer les Ivoiriens. À l'époque, je disais à Soro-Guillaume, j'ai dit, c'est fini, mon petit. J'ai dit, c'est fini, Ouattara. J'ai dit, Soro, c'est terminé, Ouattara. Arrête de te blaguer. Ouattara t'a déjà crucifié. Et il a utilisé 2 personnes pour crucifier Soro. C'est pas le gueulard, l'idiot d'Adama Pitogo, non. C'est Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bagayoko. Et tous les 2 sont déjà 6 pieds sous terre. C'est les 2 qu'il a utilisés contre Soro-Guillaume. Et Amadou Gon Coulibaly n'a pas été tendre avec Soro-Guillaume. Alors moi, j'ai regardé ce monsieur-là, qui était mort, mais qui était parmi les hommes. Il dit, mais toi-même, tu es déjà mort. Maintenant, quelle est ta place dans ta tombe là? C'est ce qui devait être ta priorité. Mais là encore, tu laisses cet imbécile de Ouattara te manipuler. Aujourd'hui, tu es seul dans ta tombe. Qui va défendre Gon Coulibaly? Qui va défendre Gon Coulibaly? Des crimes qu'il a commis, la haine qu'il a manifestée, la méchanceté, manipulée par Ouattara, mais qui va aujourd'hui sauver Ahmed Bakayoko dans l'enfer? Parce que ces 2 hommes-là, on n'est pas Dieu, hein, on n'est pas prophète, mais on peut dire sans de se tromper que les 2 là sont déjà en enfer.
Ahmed Bagayoko et puis Gonkulibali. Puisqu'ils n'ont rien fait de bon que de détruire la vie des gens, détruire des couples, détruire des familles à cause de la politique. Parce qu'ils croyaient qu'ils n'allaient pas mourir. Ils sont morts. Leur corps est déjà pourri. C'est leur âme là qui est en train de maintenant brûler en enfer. Allez regarder la tombe de Gonkulibali. Je suis sûr que quand vous allez ouvrir sa tombe là, il y a des choses qui vont vous surprendre. Notre jeune sœur, je sais quoi, Maï, Kamara, la guerre, elle n'a pas dit qu'on lui envoie une photo. Elle n'a pas dit qu'on lui envoie une photo, vidéo, pardon, qu'il y a quelques jours après l'enterrement d'Ahmed Gonkulibali, que sa tombe a pris feu à Korogo. Elle n'a pas dit ça. Elle a les preuves avec elle. La tombe de Gonkulibali a pris feu. Donc déjà, c'est un signe. Mais cet idiot de Ouattara, là, il continue sa bêtise. Et moi, je me dis, Ouattara est convaincu qu'il va mourir en enfer. Ouattara se dit, pour lui, là, c'est terminé avec Dieu. Donc, il fait seulement il essaie d'accommoder les gens. Quand il va mourir, on n'a qu'à l'enterrer comme musulman. Mais en réalité, il sait que lui et Dieu, là, le divorce est fait il y a longtemps. Mais, pour les apparences, s'il meurt, on n'a qu'à l'enterrer comme musulman. Pour que des dignitaires musulmans viennent. Peut-être que lui, là même, là, ça tombe, son cercueil, pardon, devant les gens même là. Dieu même peut mettre le feu sur le cercueil de Ouattara avant d'être enterré. Pour montrer aux gens ce qu'il attend dans sa tombe. Mais alors, c'est de ça qu'il s'agit ici. Tuer des Burkinabés, leur seul tort d'avoir aimé leur pays et soutenu leur président. Donc des Burkinabés se lèvent en complicité avec d'autres personnes et puis commettre ce crime. Le Mali a connu Tizawanten, le Burkina a connu son lot, le Niger a connu pour lui, mais nos présidents sont là. Vous savez pourquoi? Parce que ces présidents-là n'ont qu'une seule aspiration. Comment rendre la vie meilleure aux populations de l'AES. Vous ne pouvez pas avoir une telle aspiration et puis Dieu va vous trahir. Je vous ai donné le cas de Saddam Hussein, Muammar Kadhafi. Ils sont eux-mêmes responsables de ce qui leur est arrivé. J'ai développé ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Pourquoi ils ont échoué en Syrie? Posez-vous la question. Pourquoi ils ont échoué leur coup d'État en Turquie? Pourquoi en Libye ça a réussi? Pourquoi en Irak ça a réussi? Mais pourquoi en Syrie ça n'a pas réussi? Pourquoi en Iran ça ne réussit pas? Parce qu'il y a une relation qu'il faut développer avec Dieu pour qu'il vous protège. Est-ce que Kadhafi était dans cette velléité? Je ne crois pas. Est-ce que Saddam Hussein était dedans? Je ne crois pas. Parce que le grand Satan, l'Amérique a échoué en Afghanistan, au Pakistan, au Sri Lanka. L'Amérique a échoué en Russie, en Chine, qui ne sont même pas musulmans. L'Amérique a échoué en Syrie, en Iran. Mais pourquoi ils ont réussi en Libye? Et puis en chose, au Tchad. Bon, je ne peux même pas dire qu'ils ont réussi au Tchad parce qu'ils ont fui. Ils ont fui du Tchad, ils ont fui de la Libye. Ils ont seulement massacré les deux leaders et puis ils ont fui. Le plan prévoyait l'infiltration de plusieurs groupes terroristes. Le premier groupe, chargé de mener l'action principale à partir du 29 août 2024, était composé de 150 terroristes venus du centre-est. Ils devraient se diriger vers la zone de Sapui, puis remonter sur Ouagadougou en vue de prendre le palais présidentiel à Koulouba. Le deuxième groupe devrait... Est-ce que ça vous dit quelque chose, le narratif du ministre burkinabé? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vous en prie. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle les propos du cerveau des deux attaques au Mali? On va aller au palais, on va aller prendre Assimi. Vous vous rappelez? Alors, comment ne pas comprendre
que tout ça, sinon le terrorisme là, on a toujours su que les terroristes, les terroristes ont un problème. Bon, prendre le pouvoir, je sais pas trop, mais c'est ça. Parce que ne l'oubliez pas, Emmanuel Macron a déjà ouvert la voie. Emmanuel Macron a toujours dit, sans nous, le Mali, le Burkina serait devenu un califat. Est-ce que ce n'est pas dans cette velléité que les choses... Quand je vous dis que les services de renseignement trouvent que je suis la bête noire qui leur cause autant de dégâts, vous croyez que je m'amuse? Voilà la preuve qui est là. C'est Emmanuel. Parce que j'ai dit ça, c'est une bibliothèque de Dieu. Il met dedans et puis ça sort dans ma bouche. Emmanuel dit, sans nous, le Mali serait devenu un califat. Le Burkina serait devenu un califat. Et le petit qu'on a arrêté ici au Mali, il dit Assimi Goïta, on va mettre la main sur lui. Et le ministre burkinabé dit ici quoi? L'objectif était de remonter sur le Burkina et puis prendre Koulouba. Prendre Koulouba, c'est une façon voilée de dire tuer et neutraliser tout le gouvernement. Et mettre la main sur Ibrahim. C'est ça. Donc en réalité, ce sont des terroristes maintenant qu'on utilise pour essayer d'évincer nos présidents. Parce qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a rien qu'ils peuvent faire, puisque nous maîtrisons la communication. Quand je dis nous maîtrisons, là, je ne parle pas de nos médias d'État, hein, je ne parle pas de ORTM, RTB, RT, non. C'est nous, là, nous qui avons décidé. Nous, on n'est pas payés comme les agents publics de la fonction publique. Nous, on n'est pas agents de la fonction publique. Je ne suis pas payé par la fonction publique. Nous prenons notre argent pour financer notre propre communication. Donc, le narratif qu'ils avaient par le passé a échoué. Il y a d'autres canaux de communication, d'expression, d'information que nous utilisons. La preuve, je suis sur plusieurs plateformes. D'autres personnes viennent prendre mes interventions et puis les publient sur d'autres plateformes où je ne suis pas. Donc, on domine la communication. Ils l'ont reconnu, ils le savent. Donc, sur le plan de la communication, ils ne pourront rien faire. Les sanctions, on a aidé la population à devenir plus résiliente, plus déterminée et à soutenir nos autorités. Donc, les sanctions n'ont pas réussi. Le narratif a échoué. Les sanctions ont échoué. Nos forces armées se sont rééquipées, bien armées. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alors utiliser les terroristes comme dernier recours. J'avais dit à l'époque que nous allons battre le terrorisme. Et le terrorisme va s'orienter vers d'autres pays. Mais curieusement, on dirait que les services de renseignement ont bien compris ce que j'ai dit. Puisqu'ils sont là, ils m'écoutent. Donc, au lieu de laisser les terroristes se retourner contre leurs propres alliés, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Togo, la Guinée, de ce voyou de droguer la Balo, là-haut. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils récupèrent ces mêmes terroristes, ils les rééquipent, et puis les rejettent encore dans nos pays. Donc, les terroristes, désormais, ont une nouvelle mission. Je vous ai dit que ce direct sera un direct inédit. C'est pourquoi on est sérieusement attaqué sur Facebook, c'est pas un problème. Ça ne me gêne pas. Alors, on va continuer. On va dire ceci. Je suis en train de lire un petit commentaire de quelqu'un là. Alors, je continue en disant ceci. Les terroristes, on les équipe, on les oriente et puis on les rejette avec de nouvelles missions. Cette fois-ci, on leur promet
de récupérer nos pays et nos États seront des califats. C'est ce qu'on leur dit. Mais sachant bien que ça n'arrivera pas. Sachant bien que ce qu'ils disent, eux-mêmes, ils ne le pensent pas. Alors, je vous en prie de vous avoir réfléchissons. Vous envoyez quelqu'un dans une mission à laquelle vous-même vous ne croyez pas. Est-ce que vous pensez que la personne peut réussir cette mission? Je ne crois pas. Donc, les terroristes sont battus. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut des recrutements. Rappelez-vous encore ce que j'ai dit. J'ai dit le Nigeria est, quel est le beau français? Est une réserve énorme de candidats au terrorisme, le Nigeria, avec presque 200 millions d'habitants, l'un des pays les plus pauvres au monde, même si on nous fait croire que la performance est première puissance économique, on se blague, le Nigeria n'est rien. Allez dans les faubourgs du Nigeria, les bidonvilles de Lagos, dans les régions reculées du Nigeria, la disparité est énorme. Le Nigeria produit des milliardaires chaque année, mais la pauvreté s'accentue chaque jour. Allez regarder. Donc quand vous allez dans ces villages-là, recruter, et c'est pas n'importe qui les recrute. Vous allez entendre les noms qu'il va donner ici, la consonance des noms. Ceux qui ont été arrêtés au Mali, quel est leur nom? C'est pourquoi le directeur de la DIRPA est sorti pour dire aux Maliens de ne pas faire d'amalgame. Et moi, je ne voudrais pas citer nommément une ethnie. Mais au Mali, on sait, quand un Ségouvien parle, il y a l'accent qui est là. Quand un Tamashek parle, il y a l'accent qui est là. Quand un Peul parle, il y a l'accent qui est là. Donc, ceux qu'on a arrêtés, quand ils parlent leur bambara, l'accent est là, on sait tout de suite qui ils sont. Moi, j'ai pas besoin de citer ici. Au Nigeria, ceux qu'on recrutait, ceux qu'on a recrutés, ce sont les Haoussa et les Peuls du Nigeria. Je dis bien, ce sont les Haoussa et les Peuls du Nigeria qui constituent une base énorme, une réserve énorme de candidats au terrorisme. Boko Haram a toujours eu, malgré ce que Boko Haram fait et subit, Boko Haram a toujours des soldats. Donc, ils achètent avec Boko Haram. Et puis les orientent vers nous. Maintenant, les têtes, il y a les têtes planificateurs et il y a les exécutants. Donc, depuis la côte, mais le recrutement, il y a des gens qui recrutent. Il y a des gens qui donnent des directives pour exécuter. C'est en cela que c'est important d'écouter la base de troupes militaires pour empêcher toute riposte de nos forces. Le troisième groupe, venu du territoire ivoirien, avait pour objectif de mener des attaques dans la zone de Mangodara pour disperser nos forces combattantes. D'autres groupes devraient cibler l'aéroport pour bloquer tout renfort extérieur, notamment la pose de tout aéronef ami. Donc, quand ils vont annoncer cette vaste opération, c'est d'empêcher les forces spéciales de l'AES qui vont venir du Mali et du Niger apporter leur soutien à leurs frères d'armes du Burkina. Il faut les empêcher de pouvoir atterrir par tous les moyens. Alors, vous voyez, la planification, c'est le ministre qui est en train de donner tous ces détails. Comment le ministre est au courant de tout ça? Il va expliquer après. C'est après d'intenses interrogations. Après, il va rentrer dans les moindres détails pour nous expliquer comment il a pu avoir toutes ces informations. Une fois de plus, sans manquer de respect à mon jeune frère Christian Pi, je le dis, nos États ne sous-traitent pas le renseignement chez nous.
nous travaillons en synergie et en parfaite collaboration. Et les 3 services de renseignement constituent aujourd'hui, à n'en point douter, en Afrique, c'est la meilleure collaboration en termes de renseignement que l'Afrique ait jamais connue. Je répète, le renseignement aujourd'hui au sein de l'AES, entre les 3 services de renseignement, il n'y a aucun pays, aucune organisation, aucune structure qui peut aujourd'hui dire que le renseignement au sein de l'AES est défaillant. C'est faux. C'est ce qu'on a voulu nous faire croire. Vous voyez, les choses sont entremêlées. L'attaque de Faladier et de Bamako Sénou, l'objectif était de discréditer le ministre-colonel Morbo Koné, le patron de notre renseignement au Mali. Mais ils ont échoué, puisque le président l'a reçu, l'a félicité, l'a encouragé à faire son travail, parce que, écoutez, Morbo Koné n'est pas l'arachide, c'est-à-dire que nous les mangas, quand on mange l'arachide, on est content, on regarde nos femmes, nos enfants, on rit, et puis tu manges l'arachide seulement. Et puis, pape, tu mets une arachide pourrie dans ta bouche, tu jettes tout. Morbo Koné, on va pas faire ça à lui. Parce qu'il fait un travail extraordinaire. Et aujourd'hui, si l'AES réussit la communication, en termes de partage d'informations, en termes de renseignement, efficacité, synergie, collaboration, professionnalisme, je vais le dire sans risque de me tromper, Morbo Koné est la chenille ouvrière qui a mis en place cette collaboration entre le Mali, le Burkina et le Niger. Morbo Koné est la tête, est le cerveau du renseignement de l'AES. Il était là avant les autres, il a su amener les autres, il a apporté la confiance, il a facilité la collaboration et il a permis les efforts. Alors que généralement, les services de renseignement sont très réfractaires. Bon, moi je vous dis une chose. Non, je ne donne pas les secrets, toi aussi. Non, toi, ou bien tu n'écoutes pas quand Keïta parle. Keïta ne donne pas les secrets. Keïta ne donne pas les secrets. S'il y a quelqu'un qui fait, je t'ai dit que les services de renseignement sont connectés ici. Ils sont en train de m'écouter. La DGSE, les Américains, ils sont tous là, hein, avec des faux noms. Avec des Mamadou, avec des Adjara, avec des Siriki, ils sont là. Je les connais, ils sont là. Donc, tu crois que je suis au courant? Toi aussi. Alors, ce que je veux dire ici, le renseignement, si vous avez certainement des amis, des parents, il faut leur poser la question. Le renseignement, on ne donne pas les informations comme ça. Depuis les Américains travaillent au sein de l'OTAN, les Américains font de la rétention. Même, prenez un exemple. Je vous amène aux États-Unis. Entre la CIA, le FBI et puis la NSA, il n'y a jamais eu de collaboration franche et honnête. La CIA ne partage pas ses informations avec le FBI. Le FBI ne partage pas ses informations avec la NSA. C'est comme ça. Le renseignement, c'est comme ça. Le monde du renseignement, c'est un monde à part. Mais comment Morbo Koné est arrivé avec le leadership d'Assimi Goïta, du capitaine Traoré, du général Tchani, comment ils sont arrivés à briser la glace pour instaurer le climat de confiance. Parce que tant qu'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas de collaboration. Ça, c'est pas un secret que je dévoile, mais c'est un fait qui est là, qui est palpable. Ce qui fait qu'ils ne pourront jamais nous gagner. Parce que 3 services de renseignement, compétents, efficaces, professionnels, déterminés, engagés, qui travaillent en collaboration, à l'exception de Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas un pays dans le monde qui peut vous battre. Même pas les Américains, même pas la Russie, même pas la Chine. C'est le renseignement. Le monde fonctionne sur le renseignement. Pourquoi les Américains ont échoué dans beaucoup de pays? Parce que le renseignement a fait défaut. Pourquoi la guérilla réussit dans certains pays? Parce que le renseignement est au service des rebelles qui font la guérilla. C'est le renseignement, c'est tout. Fouetté. Et ils ont compris. C'est pourquoi ils voulaient s'attaquer au symbole du renseignement de l'AES qui est Morbo Koné, à travers les attaques qu'ils ont faites à choses ici à Bamako. Mais ça a échoué.
Ils ont échoué. Ils ne savent pas ce qui est en jeu, c'est pourquoi c'est des enfants. Alors, on va écouter. Durant ces investigations, nos services de renseignement ont été alertés de l'arrestation de 2 individus suspects sans papier d'identité à un poste de contrôle à l'entrée de la ville de Niamey. Hop! 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 Je vous ai dit quoi? Pendant que le Burkina, écoutez très bien, pourquoi l'AES va jamais accepter ni le Nigeria, ni la CEDEAO ou le Togo ou le Bénin ou le Tchad? On peut faire des exercices militaires ensemble. Oui, ça se fait. Le Togo est venu au Mali ici quand la Turquie est venue présenter les armes au Mali. Ils sont venus. Les Togolais étaient là. Ils sont venus assister. Je crois qu'il y avait un autre pays aussi. Donc, le Tchad et le Togo, bon, le Bénin pas réellement. Le Nigeria. Les 3 pays sont beaucoup plus. Mais pourquoi on reste? On collabore. Mais dans le domaine du renseignement, c'est pas possible, ça ne suffira pas. Vous avez vu que l'Algérie, qui était venue, qui a plaidé pour que le Mali soit ouvert dans le domaine du renseignement et l'Algérie, alors qu'elle-même elle fermait le Mali. L'Algérie est partie bredouille sans résultat. Les 3 pays-là, à l'exception de ces 3 pays, aucun autre pays, aucune autre puissance n'aura accès à nos informations. Regardez ici. Quand le Mali est en investigation, tout de suite le renseignement nigérien et burkinabé est informé. De sorte que toute activité suspecte, automatiquement le renseignement malien burkinabé est saisi. Il dit, pendant la période d'investigation, en d'autres termes, pendant cette période, nous travaillions en collaboration, en synergie avec nos frères du Mali et du Niger. Ce qui a résulté de cette collaboration exemplaire, exceptionnelle, l'arrestation d'un individu suspect. Et c'est là une seule personne. C'est pourquoi souvent je vous dis, Dieu, il a une façon de faire ces choses. Un seul élément. Une petite chose à nous dire. C'est sur ça que Dieu travaille. Voilà pourquoi dans le monde du renseignement, très souvent, ce sont les menuisiers, les mécaniciens, les vendeurs ambulants qui sont on les appelle les choses quoi, les agents de terrain les plus efficaces. Parce que ce sont des fonctions qui passent. Combien de personnes vont passer à côté d'un mécanicien sans prêter attention? Combien de personnes vont voir un vendeur ambulant sans prêter attention, un menuisier sans considérer? Mais alors que c'est un agent très efficace, un agent de terrain que vous ne savez même pas. Devant votre porte, vous avez un agent de terrain qui est là, d'un service de renseignement que vous ne savez même pas. Parce que le renseignement utilise toutes les activités économiques, culturelles de la société. Tout. Professionnel, tout. Vous pouvez avoir un agent de terrain qui est entrepreneur en bâtiment. Vous pouvez avoir un agent de terrain qui est commerçant. Vous allez voir tout ça. Ça, c'est le monde du renseignement. C'est un monde complexe, profond, que la profondeur, personne ne peut la connaître. Personne. Alors ici, ce qui est intéressant. Pendant que le Burkina était en investigation, le Burkina a saisi le Mali et le Niger. Donc, les renseignements maliens et nigériens étaient en alerte maximum. C'est ce qui va produire ça. Le 29 août 2024. Après des auditions rigoureuses, ils ont révélé être accompagnés d'un certain Akouchi qui avait déjà passé le 10 postes de contrôle. Ce dernier a été arrêté plus tard, le lendemain le 30 août 2024, à la gare Rimbo, à Niamey, alors qu'il tentait de s'échapper. Des vérifications d'identité faites, il s'est avéré que le dénommé Akouchi
n'est rien d'autre que le commandant Ahmed Kinda, précédemment chef de corps des forces spéciales. Censé normalement être en stage au Maroc, il s'est révélé être le chef des opérations de toutes ces attaques tristement planifiées. Les deux individus suspects se sont révélés être en réalité deux chefs terroristes, nommés Ousmane Abdoulaye et Amadou Idrissa. Toutes ces arrestations ont permis de dénouer une grande partie du complot et de mieux comprendre les manœuvres visant à déstabiliser notre nation. Alors, 2 personnes arrêtées ont permis de comprendre l'ampleur des dégâts. Petit Chris Yapi, je ne t'insulte pas, hein, mais ça serait intéressant quand même que de temps en temps, que tu prennes le temps pour écouter quand nos autorités parlent. Parce que toi, Chris Yapi, quand on t'écoute parler, tu as l'impression que tu t'adresses à un public novice, à des gens qui ne savent pas, des gens qui ne maîtrisent rien, des gens qui, s'ils ne te font pas confiance, s'ils ne font pas attention à ce que tu dis, ce sera l'hécatombe, la fin du monde, ce sera la destruction inévitable. Donc, Christ Yapi, pardon. Quand tu parles aussi, il faut parler modestie, humilité. C'est Dieu qui détermine. Cette collaboration de nos forces de sécurité au niveau du renseignement, est-ce que toi, tu avais une idée, Christ Yapi, que c'est comme ça qu'on travaillait? Mais pourtant, le Baobab l'a toujours dit. J'ai toujours dit que nos services travaillent en synergie et en parfaite collaboration. Donc, petit Christ Yapi, quand tu parles du Sahel, il faut nous respecter un peu. On ne remet pas en cause tes enquêtes. Je n'ai jamais dit que tu as menti. C'est pas ce que je dis. Mais ne crois pas que nous sommes novices, qu'on ne connaît rien, et que si on ne prend pas au sérieux ce que toi tu dis, c'est l'hécatombe. Ça, c'est faux. C'est archi faux, et ça n'arrivera jamais. D'ailleurs, je vais te donner une petite leçon de spiritualité. Souvent, Dieu permet que certaines choses se produisent pour comprendre des actions de grande ampleur qui sont en préparation dans le futur. Dieu permet que certaines choses arrivent aujourd'hui pour qu'on puisse comprendre ce qui est en jeu demain. Donc, c'est pas parce que c'est arrivé, tu as dit, ah, j'ai averti, on va pas écouter, j'ai averti, on va pas écouter. Quand tu connais pas le plan de Dieu, Christ, il faut parler en respectant Dieu petit, tu as compris? Parce que quand tu parles, on dirait que toi-même là, tu es le patron de Dieu. Hein? Il faut éviter ça. Alors donc, vous voyez ici, ils ont été transférés plus tard au Burkina Faso. Une opération spéciale. Donc, voilà des individus qui sont arrêtés où? Au Niger. Des individus qui ont infiltré le Niger, clandestinement. Quand je dis qu'il faut sécuriser nos frontières, c'est une des raisons. C'est une des raisons. Une dernière fois, c'est une des raisons. Ils ont infiltré le Niger. Et à partir du Niger, les différents éléments ont été dispatchés. Donc la planification a été faite en Côte d'Ivoire, avec les renseignements ukrainiens, ivoiriens, français. Il y a 2 types d'opérations qui sont pilotées en Côte d'Ivoire avec la DGSE. L'Ukraine, la DGSE, la Côte d'Ivoire, l'Algérie. Ça, c'est au Mali. L'Ukraine, la DGSE, la Côte d'Ivoire, et quel autre pays encore? Ça, c'est Niger, Burkina. Pourquoi ils ont fait entrer les gens? Parce que contrôlez. La Côte d'Ivoire ne fait pas frontière avec le Niger, je vous en prie. Prenez-moi une carte. Bon, je vais vous... Attendez, on va voir la carte du monde. On va voir la carte de l'Afrique, hein. Et puis je vais vous montrer surtout la Côte d'Ivoire et le Niger. Parce que c'est important pour nous. C'est important, on doit... Voilà. Alors, voilà, ok, on est là. Voilà la Côte d'Ivoire ici. Donc, pour arriver au Niger, c'est la carte qui est là, hein. Donc après, vous allez sur la carte Afrique. Alors, la Côte d'Ivoire, vous passez par le Mali,
pour arriver au Niger. Première possibilité. Deuxième possibilité, vous passez soit par Côte d'Ivoire, vous passez par le Burkina pour aller au Niger. Troisième possibilité, vous pouvez passer par le Ghana et puis un autre pays, Nigeria, et puis le Niger. Mais ça, c'est un peu trop long. Alors, ce qu'on fait, on quitte en Côte d'Ivoire, on passe au peu. Alors, regardez très bien, alors qu'il pouvait quitter la Côte d'Ivoire pour aller directement au Burkina. Regardez comment ils ont essayé de tourner en bourrique nos services de sécurité. Pardon, notre renseignement. Attendez, je vais utiliser ça. Ça, c'est un peu plus grand. Peut-être qu'avec, voilà, je vais vous montrer les images. Parce que regardez comment ils ont travaillé de façon... Alors, on va démontrer un peu, comme les petits blancs là, ils aiment faire ça chez eux. Malheureusement, dans notre pays, probablement dans nos pays ici, nos gens là, nos responsables de communication n'ont pas encore compris que nous sommes dans une guerre. Voilà. Attendez, hein. Carte Afrique. On va sortir. Voilà. Carte de l'Afrique. OK. La carte de l'Afrique, les images. Alors, quelle partie je vais prendre? Et voilà, ça, on va pouvoir bien, avec ça, avec les drapeaux, vous allez voir là. Ici, avec les drapeaux, vous allez bien. Oh, il me fatigue cette carte-là. Je vais voir celle-là. Bon, celle-là, voilà, celle-là, elle est bien. Voilà. Alors, wow. Alors, on va le faire, hein, comme ils aiment le faire dans leurs émissions en Europe, là. On va le faire. Je vous ai dit que c'est un direct inédit parce qu'il faut que vous compreniez bien ce qui se passe. On a écouté le ministre de la Sécurité de Burkina qui a parlé. Mais alors, les deux terroristes qui ont été interpellés au Niger, qui étaient, pourquoi c'est au Niger, alors que c'est le Burkina qui est l'objectif? Pourquoi c'est au Niger? Comme les Blancs, ils aiment faire, nous aussi, on leur montrer qu'on sait faire aussi, non? C'est pas ça? Alors, voilà la Côte d'Ivoire ici. Alors, la Côte d'Ivoire est là. Alors, pour arriver au Niger, vous avez 2 ou 3 possibilités. La première possibilité, vous passez par le Mali pour aller au Niger. La deuxième possibilité, vous passez par le Burkina pour aller au Niger. Mais il y a problème. C'est le Burkina qui est l'objectif. C'est le Burkina qui est visé. Alors, pourquoi ne pas quitter directement la Côte d'Ivoire pour entrer au Burkina? Mais ça devient intéressant. Alors, on laisse le Burkina. Alors, les terroristes, le chemin que je suis en train de donner, je suis sûr que le renseignement burkinabé, malien, va dire, Keïta, tu allais trop vite aussi, faut pas trop parler comme ça, c'est pas bon. Hein, Keïta, faut pas tout dire. Ils ont fait quoi? Donc, je vous permets de bien comprendre. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent de la Côte d'Ivoire, ils passent par le Ghana. Ils vont citer le Ghana. Ils passent par le Ghana, ils remontent au Nigeria. Ghana, écoutez bien, hein. Voilà ça ici. Voilà le Nigeria qui est là. Voilà le Niger. Ghana, Togo. Le Ghana est là. Vous quittez la Côte d'Ivoire, vous allez au Ghana, vous allez au Togo. Je crois, l'autre côté aussi, c'est un peu. Voilà. Et puis vous allez au Nigeria. Nigeria, vous remontez au Niger. Mais alors, pourquoi les 2 personnes qui ont été appréhendées, pourquoi c'est au Niger? Alors qu'ils sont partis de la Côte d'Ivoire, où se trouvent les centres d'opération, où se trouve la base de la déstabilisation. Pourquoi c'est de la Côte d'Ivoire qu'ils sont partis? Alors qu'ils pouvaient passer par le Mali. Pourquoi ils ne sont pas passés par le Mali? Pourquoi ils ne sont pas directement rentrés au Burkina? Ils sont allés au Niger parce qu'on voulait faire balader les services de renseignement. Parce qu'on voulait brouiller les pistes. Parce qu'on ne voulait pas qu'on les retrouve. Donc, ils laissent carrément les pays de l'AES, ils utilisent des pays de la CEDEAO pour entrer dans l'AES. Qu'est-ce qu'il faut? Ils quittent la Côte d'Ivoire, ils passent par le Ghana. Ils remontent vers le Nigeria. Et puis, ils viennent au Niger. Du Niger, puisqu'ils ont brouillé les pistes en prenant différents pays. Alors, direct d'aujourd'hui, là, c'est grave, pas dit ça. Je vais arrêter. Direct d'aujourd'hui, là, c'est grave, c'est pas possible. Parce que, si on prend d'abord le cheminement même des gens là, c'est-à-dire les voies comment ils ont les ramifications, ça aussi c'est un direct à part. Si je veux parler de ça,
Parce qu'il faut que je vous développe pourquoi ils ont choisi le Ghana. Parce qu'il faut que je vous dise pourquoi. Parce qu'il faut que là aussi, je puisse vous dire pourquoi ils ont, comment on appelle ça? Ils ont, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Alors, pourquoi? De la Côte d'Ivoire, ils sont allés au Ghana, Nigeria, Niger, brouiller les pistes, faire balader nos services de renseignement. Et Dieu merci. C'est pourquoi je dis à mon petit Christian, il faut pas faut aller doucement. Tu sais pas à qui tu as affaire dans nos États. Nos services de renseignement étaient activés. Les services de sécurité étaient en alerte maximale. Ce qui a permis de mettre la main sur propagande et de déstabilisation. Grâce au suivi permanent de leurs activités, nous avons pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation aussi pernicieuses qu'incessantes. Face à ces échecs répétés, c'est dans leur contrat. Et le plan prévoit des actions violentes contre les populations civiles, des attaques contre des institutions de la République et l'infiltration de combattants terroristes. Des terroristes répartis en plusieurs groupes, avec des cibles précises, dont le palais présidentiel de Koulouba. Le premier groupe, chargé de mener l'action principale à partir du 29 août 2024, était composé de 150 terroristes venus du centre-est. Ils devraient se diriger vers la zone de Sapui, puis remonter sur Ouagadougou en vue de prendre le palais présidentiel à Koulouba. Le deuxième groupe devrait attaquer la base de drones militaires pour empêcher toute riposte de nos forces. Le troisième groupe, venu du territoire ivoirien, avait pour objectif de mener des attaques dans la zone de Mangodara pour disperser nos forces combattantes. Ils n'auront pas le temps de dérouler leur plan. Vous savez, je vais être honnête avec vous. C'est indirect. Honnêtement, si je vous dis que une seule émission suffira pour moi d'expliquer, ou je sais pas, je vais pas d'expliquer, mais je ne crois pas que aujourd'hui seulement puisse me permettre de tout expliquer. Je peux pas. Parce que la profondeur c'est trop, je sais pas comment vous expliquer quoi. Ça dit, il y a tellement de choses. Il y a trop de choses à dire. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va peut-être aujourd'hui, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on va peut-être essayer de mettre, comment on appelle ça? C'est pas vrai, non, c'est tellement, parce que si, pour être honnête avec vous, une seule intervention ne peut pas développer en long et en large et puis vous donner toutes les informations. Parce que ce que je suppose quand même que ce que j'ai fait dans un premier temps d'abord, c'était de planter le décor. Alors vous avez entendu les répartitions. 150 terroristes, infiltration, le groupe venu de la Côte d'Ivoire. C'est vrai, vous avez tous écouté le ministre parler. Il est de mon devoir, en tant qu'analyste, en tant que géopoliticien, il est de mon devoir d'analyser et d'aller beaucoup plus en profondeur pour vous donner des éléments d'appréciation par rapport au travail de renseignement, c'est-à-dire le travail conjoint des trois services de renseignement, Mali, Burkina, Niger. Il y a tellement de choses à dire, tellement, que si, pour être honnête avec vous, si je dois continuer, peut-être que je dois encore aller dans 2 heures ou 3 heures de plus.
Il est déjà minuit. Il est déjà minuit. Donc, ici, heure de Bamako, sachant que demain, il y a boulot. On va essayer d'arrêter, pour aujourd'hui, mettre une parenthèse. J'ouvre la parenthèse pour la reprendre demain. Enfin, on a déjà minuit pour la reprendre aujourd'hui, ce mercredi, la deuxième partie de notre intervention. Donc, on va faire une deuxième partie sur cette situation. La partie où on explique où les 2 terroristes ont été arrêtés à Niamey, la répartition des différentes tâches qui seraient ou qui devraient ou qui auraient dû être confiées aux terroristes. Parce que après, il y a l'implication du Ghana qui a été citée nommément. L'implication du Nigeria qui a été citée nommément. Donc, si je ferme la parenthèse sans intervenir sur l'implication du Ghana, sur l'implication du Nigeria, mon travail serait un travail incomplet, imparfait. Ce serait pas bien. Donc, il faut que vous compreniez comment ils ont essayé de déjouer nos services de renseignement, nos services de sécurité, en allant dans plusieurs pays avant de venir au Niger. Parce que le Niger devait être le point d'attaque. Maintenant, pourquoi c'est au Niger qu'on veut lancer les attaques? Ça, je vais vous le développer demain. Parce que je vous mets juste la puce à l'oreille. Pour créer la confusion, pour présenter le Niger comme étant un faux ami, mais en réalité, une base de déstabilisation du Burkina. Puisque on a dit nommément que c'est la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, il faut transférer la base d'opération au Niger. Ça, le ministre ne vous a pas dit. C'est le Baobab de Dieu qui peut dire ça. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW sur YouTube, Facebook, TikTok.